Alors que de nombreux membres de la diaspora africaine trépignent d'impatience à l'idée de rentrer pour la première fois au pays après avoir passé de nombreuses années à l'étranger, ce n'est pas aujourd'hui le cas de Noéla. Noéla est triste. Triste parce que après avoir passé 11 longues années en Australie, elle s'apprête à retrouver son Burundi natal, non pas pour des retrouvailles joyeuses et festives avec ses amis et sa famille, mais plutôt pour y enterrer un être qui lui était très cher. Mais malheureusement, les événements que réserve le Burundi à Noéla sont bien pires que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Tracy et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire de True Crime africain. Alors, aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter va nous faire naviguer entre le Burundi et l'Australie. C'est une histoire qui est, vous le verrez, assez extraordinaire. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous installer confortablement, je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite après pour découvrir ensemble les détails de cette histoire. Nous sommes en 2004 et cette année-là, Noéla décide de se réfugier en Australie. Alors, l'idée de partir vivre en Australie ne lui vient pas de nulle part. En réalité, Noéla était en couple, elle y était heureuse, son conjoint s'occupait plutôt bien d'elle. Ils ont eu 5 beaux enfants, mais malheureusement, la vie nous réserve parfois des surprises et Noéla va perdre son conjoint. Lorsqu'elle devient veuve, tout ce qui trotte dans sa tête, en fait, c'est la vie qu'elle peut offrir à ses enfants. Et à ce moment-là, elle se dit que finalement, ce qu'elle peut faire de mieux pour eux, c'est de les emmener à l'étranger pour essayer de leur offrir un cadre de vie meilleur, pour leur permettre donc d'avoir un peu plus de chance dans la vie. C'est ainsi qu'elle décide de partir en Australie. Elle arrive en Australie et elle est suivie par une agence qui s'occupe en fait des réfugiés qui essaient de se réinstaller, de s'installer tout simplement en Australie. Alors, elle est suivie par une assistante sociale et cette assistante sociale va avoir des difficultés à comprendre Noéla. Il faut savoir que lorsque Noéla débarque en Australie, elle ne parle que le swahili, qui est sa langue maternelle, alors qu'en Australie, on parle l'anglais, bien évidemment. Alors, ce que va faire l'assistante sociale qui suit Noéla, c'est qu'elle va souvent recruter un autre réfugié qui lui aussi est suivi donc par la même assistante sociale et le rôle de ce réfugié va être de permettre à l'assistante sociale et à Noéla de se comprendre puisque ce réfugié-là parle le swahili et maîtrise déjà l'anglais. Donc il va jouer le rôle de traducteur pour Noéla. Ce réfugié, c'est Kalala Balenga. Alors, Kalala Balenga, c'est également un réfugié, comme je le disais, mais contrairement à Noéla, lui ne vient pas du Burundi, il vient de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien Zaïre. En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu le Congo-Zaïre, c'est un pays qui est immensément riche de par ses ressources naturelles. Mais comme beaucoup de pays d'Afrique qui ont énormément de richesses naturelles, c'est un pays qui est également en proie à l'instabilité politique, aux exactions également. Et c'est malheureusement ce qui va arriver un petit peu à Kalala. À l'époque, lorsqu'il a 24 ans, il vit dans son village avec sa femme et son fils. Et des armées rebelles vont attaquer son village et commettre des exactions, saccager le village et surtout commettre un massacre. Dans ce massacre-là,
Kalala va perdre sa femme et son enfant. Sentant alors qu'il n'a absolument plus rien qui le retient au Congo, il décide donc de naviguer ça et là jusqu'à ce qu'il finisse par atterrir en Australie, lui aussi en 2004. Donc, Noëlla et Kalala arrivent tous les deux en Australie la même année, en 2004. Comme je le disais, Kalala maîtrise déjà l'anglais, l'assistante sociale qui les suit tous les deux va demander à Kalala de jouer le rôle d'intermédiaire entre elle et Noëlla et donc traduire ce qu'elle va dire à Noëlla pour l'aider donc à s'installer en Australie. Le rôle de cette agence, c'est de leur permettre de s'imprégner de la culture australienne, de les aider à trouver du travail, de les aider à avoir un logement, bref, avoir de bonnes conditions pour commencer leur vie en Australie. Au fur et à mesure des rencontres dans l'agence et auprès de l'assistante sociale, Kalala et Noëlla vont commencer à avoir des atomes crochus. Ils vont se rapprocher, ils vont commencer à discuter de leur vie et ce qui devait arriver arriva, ils tombent amoureux. Alors, Noëlla n'avait absolument pas l'intention de retomber amoureuse ou de se permettre une nouvelle vie amoureuse, mais parfois l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et il s'avère en fait que pendant ces échanges avec Kalala, elle s'est rendue compte que c'était un homme gentil, attentionné, généreux et surtout compréhensif. Pourquoi compréhensif? Parce que n'oublions pas, Noëlla est une très jeune femme d'une vingtaine d'années qui a déjà 5 enfants. Une situation que beaucoup d'hommes n'accepteraient pas. Et Kalala ne prête absolument pas attention à ça. Non pas dans le mauvais sens du terme, mais surtout dans le bon sens du terme. Dans le sens où ce n'est pas ça qui détermine ou qui définit ce qu'est Noëlla. Il accepte Noëlla telle qu'elle est et il accepte le fait qu'elle ait eu une vie avant et qu'elle ait eu des enfants. Il accepte parfaitement l'existence de ses enfants. C'est ce qui plaît à Noëlla, en dehors évidemment des qualités de Kalala que j'ai citées. Kalala, de son côté, va s'ouvrir un petit peu aussi à Noëlla, va lui expliquer sa vie passée. Et vous imaginez bien 2 âmes meurtries qui se retrouvent à l'étranger, dans un pays dans lequel ils doivent tout recommencer à zéro. Ils se rencontrent, forcément ils ont des affinités qui vont se créer et de cet amour, ils vont faire quelque chose de plus grand puisqu'ils vont décider d'emménager ensemble, de se marier et de vivre donc ensemble avec les 5 enfants de Noëlla. Ils emménagent donc tous ensemble, cette grande famille de 7 personnes, puisque je rappelle qu'il y a 5 enfants et Noëlla, donc 6, plus Kalala qui vient se rajouter, ça fait 7 personnes. Cette grande famille de 7 personnes décide de s'installer dans la banlieue de Melbourne, dans le quartier de Kings Park. Au cours de la décennie qui va suivre, Noëlla va donner à Kalala 3 beaux enfants, 2 garçons et une fille. On passe donc d'une grande famille de 7 personnes à une encore plus grande famille de 10 personnes. Noëlla va confirmer au cours de ces 10 années qu'elle a fait le bon choix, dans le sens où Kalala lui confirme tous les jours que c'est un homme gentil, un homme doux, un homme attentionné. C'est également un homme qui prend grand soin de sa famille, qui survient à ses besoins. Kalala, dès 2004, lorsqu'ils se rencontrent, a une situation professionnelle stable, puisque à l'époque, il travaillait dans une entreprise de transformation de fruits de mer. Et ensuite, par la suite, il trouve un travail qui est un petit peu mieux payé, une situation qui est un petit peu meilleure pour lui. Et il va travailler en fait dans un entrepôt où il va travailler sur des chariots élévateurs. Donc tout se passe bien de ce côté-là, mais Noëlla va également apprendre une partie de la personnalité de son mari qui n'est pas du tout ce qu'elle pensait.
En fait, avec les années, Noëlla va se rendre compte que son mari est également un homme violent. Alors, ce sont des épisodes de violence. Ce n'est pas un homme qui est violent tout au long de leur vie. En fait, lorsque Kalala est stressé, lorsqu'il a peur, lorsqu'il a un problème qu'il rencontre, il commence à s'énerver sur des petites choses du quotidien. Et il commence à être violent. Sa violence est d'abord psychologique, morale, ça passe par des paroles, mais au fur et à mesure, cette violence va se transformer en violence physique. Lorsqu'il s'énerve, il va frapper sur sa femme, il va se montrer particulièrement odieux avec elle, mais quand sa période, en fait, son épisode de violence passe, il redevient un homme gentil, un homme doux, il repart voir sa femme, il s'excuse et surtout, il lui explique les raisons pour lesquelles il est violent avec elle. Et cette violence, il la met sur le compte de son passé traumatisant. Il explique en fait à Noëlla que le fait d'avoir vécu au RDC, le fait d'avoir été témoin de massacres, le fait d'avoir été témoin d'exactions opérées par des armées rebelles, fait en fait que dans sa tête, la violence est une réponse à certaines situations. Donc il est désolé et évidemment il s'excuse, dit qu'il ne va plus refaire. Mais Noëlla explique dans plusieurs interviews que son mari était en fait un homme qui n'était pas violent tout le temps. Il pouvait être violent quand parfois la situation le dépassait. Comme je le disais, ce sont des épisodes de violence. Quoi qu'il en soit, Noëlla accepte son mari tel qu'il est et lorsqu'il est violent, elle laisse passer la situation et lorsqu'il revient la voir, elle pardonne et il passe à autre chose. Les 10 années vont passer ainsi et on arrive à janvier 2015. En janvier 2015, Noëlla, qui a quitté le Burundi depuis désormais 11 ans, a quand même gardé le contact avec les membres de sa famille grâce aux outils technologiques qui existent aujourd'hui. Alors, en janvier 2015, elle reçoit donc des nouvelles de sa famille qui lui indiquent que sa belle-mère vient de décéder. On parle de sa belle-mère, la femme en fait de son père. C'est une femme qu'il a élevée et qu'elle appelait maman. C'est une personne qu'elle chérissait particulièrement. Noëlla est très touchée par cette perte et elle se dit qu'elle ne peut absolument pas rater l'enterrement de cette femme. Il est de son devoir de se rendre au Burundi pour rendre un dernier hommage à cette femme. Donc, elle décide de partir. Le 21 janvier 2015, Noëlla prend donc son vol et part vers le Burundi. En principe, Kalala aurait dû l'accompagner, mais parce qu'ils ont quand même 8 enfants qu'il faut faire garder, parce qu'également Kalala avait des obligations professionnelles qui l'empêchaient quand même un petit peu de se déplacer, et aussi parce que le voyage de Noëlla est prévu pour durer quand même un certain temps. Finalement, Kalala va rester à Melbourne, en Australie, et Noëlla va partir seule vers le Burundi. Donc Noëlla s'en va, elle arrive au Burundi et sur place, la situation qu'elle rencontre ne lui permet pas en fait de séjourner dans la maison familiale. En fait, lorsqu'elle arrive sur place, il y a une veillée, il y a des membres de la famille qui se déplacent dans la maison où se tient la veillée, il y a des gens qui dorment sur place, il y a du monde et il s'avère en fait que la maison du coup est beaucoup trop petite pour permettre à Noëlla de séjourner sur place. Elle décide donc de prendre un hôtel à Bujumbura, qui est à l'époque, en 2015, la capitale du Burundi. Alors je dis à l'époque en 2015 parce que depuis 2018, je crois, le Bujumbura est devenu la capitale économique
du Burundi, mais il y a une capitale, enfin la capitale politique, pardon, a été transférée dans une autre ville dont je vous mettrai le nom au moment du montage parce que là tout de suite je ne m'en souviens plus très bien. Voilà, donc à l'époque le Bujumbura est la capitale du Burundi. Noëlla il prend un hôtel et c'est là qu'elle va séjourner pendant la durée de son voyage au Burundi. Le temps passe, Noëlla donc participe à tous les événements de famille, elle a ses affaires aussi à faire au Burundi pendant son séjour et on arrive à la soirée du 17 février 2015. Alors, ce jour-là, c'est le jour de l'enterrement de la belle-mère de Noëlla. Elle participe au service religieux, elle participe à l'enterrement, elle participe à la collation qui a lieu juste après toutes ces obligations. Et d'un point de vue purement émotionnel, Noëlla est exténuée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a un trop-plein d'émotions qui ne lui permet pas en fait de profiter en quelque sorte de cette journée-là. Elles se sent stressées, elles se sont affaiblies, elles se sont fatiguées. La chaleur n'aide absolument pas son esprit à se reposer et à récupérer. Ça fait quasiment 3 semaines qu'elle est au Burundi. Elle a son mari et ses enfants qui lui manquent. Donc, elle ne se sent vraiment pas bien ce jour-là. Aux alentours de 19h, lorsque tous les services relatifs aux funérailles se terminent, elle rentre donc à son hôtel et elle se dit qu'elle va se reposer, elle va dormir, elle va essayer de récupérer un petit peu. Elle s'apprête et vers 20h, elle est prête pour se mettre au lit lorsque son téléphone sonne. Au bout du fil, c'est son mari, Kalala. Alors, quand elle décroche, la voix de son mari est inquiète, même très inquiète. Il lui explique en fait qu'il a essayé de la joindre toute la journée et qu'il a eu du mal à la voir. Du coup, c'est quelque chose qui l'a beaucoup inquiété. Là, Noëlla lui explique qu'il y a eu les funérailles toute la journée, qu'elle est fatiguée. Elle lui explique un petit peu également son état émotionnel. Et donc, elle lui dit qu'elle va aller se coucher pour essayer de récupérer. Son mari lui dit de ne pas aller se coucher. Il lui suggère, au contraire, de sortir un petit peu de l'hôtel et d'aller prendre l'air, ce qui devrait lui permettre de récupérer un petit peu plus vite. Ils terminent donc leur échange et lorsque Noëlla raccroche, elle décide effectivement de suivre la suggestion de son mari, de sortir de l'hôtel et d'aller prendre l'air. Noëlla donc se dirige vers l'extérieur, elle sort de l'hôtel. À peine a-t-elle poussé la porte de l'hôtel qu'elle sent comme un danger arriver derrière elle. Elle n'a pas le temps de réagir, qu'elle se rend compte qu'un homme est en train de s'approcher d'elle et que cet homme pointe un pistolet vers elle. Elle veut crier, mais elle n'a pas le temps. L'homme réagit beaucoup plus vite qu'elle et surtout, il lui dit « Tu peux crier, mais si tu cries, je tire. Et si je tire, on va m'arrêter, mais toi, tu seras déjà décédé. » Alors, elle décide d'être plutôt sage et d'écouter ce que cet homme a à lui demander. Il lui demande simplement de le suivre et de se rendre vers un véhicule qui est stationné au bord de la route. Noëlla marche vers ce véhicule, elle arrive, il lui ouvre la portière et il la fait monter dans la voiture. Elle se rend compte que dans la voiture, il y avait déjà 3 hommes. Donc 2 hommes à l'arrière et un homme devant, le chauffeur. Les 2 hommes qui sont à l'arrière, il y en a un qui tient un petit pistolet et un autre qui tient un plus grand pistolet. L'un des hommes demande au chauffeur de remettre un bandeau et en fait on lui bande les yeux. La voiture, celui qui l'a enlevé rentre dans le véhicule, la voiture se met en marche. D'après les souvenirs de Noëlla, la voiture va rouler environ 30 à 40 minutes. On sort de la ville, on se retrouve dans une zone qui est un petit peu rurale et on l'emmène dans une maison abandonnée.
On la pousse, on l'installe, on la fait rentrer dans la maison, on l'installe sur une chaise, elle a toujours les yeux attachés, enfin les yeux bandés, et on lui attache les mains derrière la chaise. Là, l'un des ravisseurs lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait à cet homme pour qu'il nous demande de te tuer? Et là, Noëlla est surprise. Elle leur demande, mais quel homme? Après tout, même en y réfléchissant, elle ne voit absolument pas à quel homme elle a pu faire quoi que ce soit pour que cet homme ait envie de la tuer au Burundi. Et le ravisseur lui dit, Balenga, c'est lui qui nous a payé pour te tuer. Et là, elle rigole, elle dit non, mon mari ne tuerait jamais, enfin ne paierait jamais personne pour que cette personne-là m'assassine. Vous vous trompez. Et le ravisseur insiste. Noëlla, de son côté, n'y croit pas du tout. Elle leur dit qu'ils sont en train de mentir, qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi, à un point tel que le ravisseur va s'énerver et même la gifler. Du coup, pour lui prouver qu'il dit la vérité, le ravisseur décide d'appeler le commanditaire du crime pour que Noëlla puisse entendre sa voix au téléphone. Il prend le téléphone, il compose le numéro, il parle avec la personne au téléphone et il lui dit qu'ils ont fait la première partie du boulot, ils sont allés chercher la personne, que la personne pour laquelle ils avaient été payés a bien été enlevée et qu'elle se trouve là avec eux. Le ravisseur met le haut-parleur. Et lorsque le ravisseur finit de parler, le commanditaire qui est au téléphone parle et là il dit « tu es là ». Et quand Noëlla entend « tu es là », elle reconnaît immédiatement la voix de son mari. C'est Kalala. C'est l'homme qui, à peine 1 heure plus tôt, était en train de la consoler du fait qu'elle venait de perdre sa belle-mère. C'est l'homme qui lui a demandé de se mettre à l'extérieur pour prendre l'air parce qu'elle ne se sentait pas bien. C'est le même homme qui, au moment même où elle est attachée sur une chaise dans un entrepôt abandonné en pleine zone rurale au Burundi, est en train de garder ses 8 enfants. La nouvelle est telle que Noëlla perd totalement connaissance. Les ravisseurs continuent, eux, à parler avec Kalala au téléphone, parce que vous l'aurez compris, hein, c'est son mari, c'est Kalala. Les ravisseurs continuent à parler avec lui et Noëlla reprend connaissance au moment où ils sont quasiment en train de finaliser leur coup de fil. Et donc, elle a entendu les ravisseurs et son mari parler de la manière dont ils allaient la tuer, la manière dont ils allaient se débarrasser du corps, la manière dont ils allaient faire en sorte que le corps soit découvert le plus longtemps possible. Elle est juste abasourdie devant la situation. Pourquoi est-ce que son mari voudrait la tuer? Le ravisseur raccroche le téléphone avec le mari de Noëlla, Kalala. Il se rapproche de Noëlla, il la regarde fixement et là, tout ne fait qu'un tour en fait dans sa tête. Pour elle, elle est déjà décédée, elle est déjà morte. On a payé des tueurs à gages pour l'assassiner. Ils l'ont enlevée. Son mari vient de confirmer au téléphone qu'il fallait bien l'assassiner. Elle voit que sa vie, elle est terminée. Elle ne pourra plus jamais revoir ses enfants. Elle ne pourra plus jamais leur dire qu'elle les aime. Elle va mourir là, au Burundi, au milieu de nulle part et personne ne va la retrouver. Pendant qu'elle est en train de procéder tout ceci dans sa tête, elle se rend compte que le ravisseur continue à la regarder. Elle le regarde et là, mais surprise, le ravisseur lui dit « on ne va pas te tuer ». Nous, on a des principes. On ne tue pas les femmes et les enfants. Juste chose hallucinante. Un tueur à gages qui a des principes et qui dit à sa victime, à sa future victime, j'ai des principes, je ne tue pas les femmes et les enfants. Mais le tueur à gages lui rappelle que même s'il a des principes, lui, l'argent, c'est important pour lui. Kalala leur a déjà versé $7 000. Ce qu'ils vont faire, c'est que
ils vont lui soutirer un petit peu plus d'argent. Là, ils discutent avec Noëlla et ils lui disent, mais ton mari, en fait, a prévu de te tuer et nous a payé depuis novembre 2022. Novembre 2014. Rappelez-vous, Noëlla, lorsqu'elle reçoit le coup de fil de sa famille pour lui annoncer le décès de sa belle-mère, on est en janvier 2015. Ça veut dire que dès le mois de novembre 2014, certainement son mari avait compris par rapport aux échanges entre sa femme et sa famille, par rapport à la maladie dont souffrait sa belle-mère, que certainement sa belle-mère allait décéder. Il avait compris également que sa femme allait rentrer pour enterrer sa belle-mère et dès le départ, lui, c'était sûr et certain, sa femme devait y rester. Elle ne devait pas remettre ses pieds en Australie une fois qu'elle se serait rendue au Burundi. Donc, il a trouvé des tueurs à gages. Il les a payés. Il leur a donné des instructions et il a tranquillement attendu que sa belle-mère décède, que sa femme décide de prendre son billet d'avion pour partir au Burundi pour enterrer sa belle-mère, pour définitivement mettre son plan à exécution. Je trouve ça juste, mais abominable, la patience dont cet homme, soi-disant aimant, a fait preuve pour mettre fin à la vie de sa propre épouse, la mère de 8 enfants. 8. Anyway, quoi qu'il en soit, les ravisseurs lui demandent si elle n'a pas vu du changement dans le comportement de son mari depuis novembre 2022, ce qui pourrait expliquer peut-être le geste de son mari. Et Noëlla réfléchit, mais elle ne voit strictement rien. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2022 pour que son mari veuille mettre fin à sa vie? Elle réfléchit, elle ne voit strictement rien. Quoi qu'il en soit, les ravisseurs mettent un plan à exécution. Ils expliquent à Noëlla que eux, ils ont des principes et ils ont décidé de ne pas la tuer, mais peut-être que son mari a payé d'autres personnes au cas où un des groupes ne réussirait pas à l'assassiner. Donc, ce qu'ils décident de faire, c'est d'autoriser Noëlla à rester avec eux dans cette maison abandonnée pendant encore 2 jours, le temps que les choses se calment, et ensuite ils lui disent qu'elle devra quitter le Burundi. Donc ils la gardent pendant ces 2 jours-là. Le 18 février 2015, ils appellent quand même le mari de Noëlla, Kalala, pour lui soutirer un petit peu plus d'argent. Ils lui demandent 3400 dollars australiens supplémentaires, ce qui porte la somme totale versée par Kalala à 10 400 dollars australiens, ce qui équivaut à environ, je crois, 6 500 francs CFA. Donc, il récupère cet argent. Ensuite, il rappelle un peu plus tard Kalala le même jour, donc le 18 février 2015, pour lui dire que le travail est fait. Et ils lui disent une phrase, ils lui disent « C'est nous qui avons fait le travail, on t'a débarrassé de ta femme, mais finalement, c'est toi qui vas en bénéficier parce que tu es libre. » Et Kalala va leur dire merci et leur dit que désormais, ils sont une seule et même famille. Génial. Quoi qu'il en soit, la journée du 18 février donc, passe du côté des ravisseurs et là, on est du côté de l'hôtel. Souvenez-vous, Noëlla est venue au Burundi rendre visite à sa famille. Donc, même si elle a parlé avec son mari le 17, elle a quand même toute une famille qui est présente dans le pays et qui n'a plus de ses nouvelles depuis le 17, depuis qu'elle a quitté les funérailles et qu'elle est partie. Son frère se rend à l'hôtel, il la cherche partout. En plus, il n'avait pas l'information concernant la date à laquelle sa sœur avait prévu de retourner à Melbourne. Donc, il ne sait pas du tout où elle est, il n'arrive pas à la joindre, et il ne sait pas si elle est partie, il ne sait pas si elle est encore au Burundi, enfin, il est inquiet. Quand il se rend à l'hôtel, il réussit même à accéder
à sa chambre. Et là, il se rend compte que toutes les affaires de sa sœur sont encore là sur place. Et donc, ça ne fait que exacerber finalement son inquiétude face à la situation. Il appelle son beau-frère, il lui explique, il lui dit qu'il n'a plus de nouvelles de sa sœur, qu'il a fouillé l'hôtel, qu'il a fouillé sa chambre, tout y est encore, il n'arrive pas à la joindre. Kalala, lui, de son côté, lui dit que oui, lui aussi est très inquiet, lui non plus n'a pas de nouvelles de sa femme depuis qu'il l'a eu au téléphone la veille et que ce n'est pas normal. Du coup, le frère de Noéla dit à Kalala que il va aller faire une déclaration de disparition auprès du commissariat, mais on est en Afrique. J'ai déjà expliqué un petit peu le fonctionnement de certains commissariats en Afrique. Parfois, il est obligatoire, entre guillemets, de payer pour que le policier puisse s'intéresser un petit peu à ton dossier. Donc, le frère de Noéla, explique à Kalala qu'il va devoir verser la somme d'environ 545 dollars à la police pour que la police prenne la plainte et ensuite ouvre une enquête et se mette concrètement à rechercher des pistes. Et que si on ne verse pas cet argent, en fait, ils vont juste prendre la déclaration et déposer le dossier à côté. Kalala dit qu'il n'y a aucun problème. Il va envoyer cet argent. Il fait donc un envoi d'argent au frère de Noéla qui lui procède donc, se rend au commissariat, fait la déclaration de disparition de sa sœur et laisse les policiers commencer leur enquête. De l'autre côté, donc là où on a Noéla et ses ravisseurs, on arrive à la soirée du 19 février 2015. Ce soir-là, les ravisseurs donc partent de la maison abandonnée avec Noéla dans la voiture. Ils roulent quelque temps et ils la déposent au bord d'une route. Pas du tout, il la ramène pas du tout en ville, là où il l'avait enlevée ou quoi que ce soit. Il la dépose vraiment au bord de la route. Mais là, ils vont faire quelque chose que je trouve juste formidable. Hein. Rappelez-vous, ils l'enlèvent, ils lui disent qu'ils vont pas la tuer. Ils lui donnent le nom de son commanditaire. Ils décident de la garder 2 jours dans leur maison abandonnée, hein, pour qu'elle ne se fasse pas assassiner éventuellement par d'autres personnes et pour que la nouvelle de sa mort se répande suffisamment pour qu'elle soit hors de danger. Ils la ramènent au bord d'une route, c'est-à-dire qu'ils lui disent pas juste sors de la maison abandonnée et dégage, va-t'en. Ils la ramènent au bord d'une route et là ils vont faire quelque chose mais qui est juste extraordinaire pour moi, qui dépasse mais tout ce qu'ils ont fait jusque-là et qui montre vraiment que elle est tombée sur des tueurs à gages qui sont juste mais formidables. Ils décident de lui remettre un téléphone portable pour qu'elle puisse contacter quelqu'un pour trouver une solution pour repartir vers l'Australie. Et surtout, ils lui remettent une carte mémoire. Et cette carte mémoire contient les enregistrements de toutes les conversations qu'il y a pu y avoir entre les tueurs à gages et Kalala depuis que ce dernier a décidé de tuer de payer des personnes pour tuer sa femme. Qui fait ça? Qui fait ça? Quel tueur à gages fait ce genre de choses? C'est juste hallucinant. Et donc, il remet toutes les preuves à Noéla pour lui permettre de poursuivre son mari si elle décide de le poursuivre. Et ils lui disent, tout ce que nous on veut, c'est que tu arrives à retourner en Australie et que tu racontes à d'autres femmes stupides comme toi, ça reste des tueurs à gages, que tu racontes à d'autres femmes stupides comme toi ce qui s'est passé ici. Et il démarre, il s'en va. Noéla, qui se retrouve au bord de la route, prend son téléphone et contacte le pasteur de son église à Melbourne. Quand le pasteur répond au téléphone, il est un peu choqué parce que pour le pasteur, en fait, Noéla est décédée. Il n'y croit pas, quoi. C'est un fantôme qu'il appelle. Noéla est décédée. Rappelez-vous, son mari a appris
la disparition de Noëlla par son frère. Mais lui n'est pas parti raconter à la communauté africaine que Noëlla et elle fréquentent que sa femme a disparu. Il est parti dire à tout le monde que sa femme est décédée dans un tragique accident de la route. Et en fait, vous avez toute la communauté qui les connaît qui est en train de faire le deuil de Noëlla. Lorsque Noëlla raconte tout ceci au pasteur, lui dit tout ce qui s'est passé, lui raconte qu'elle a été enlevée sur ordre de Kalala, qu'elle devait être assassinée, comment elle devait être assassinée, que les tueurs ont refusé de la tuer, qu'ils lui ont laissé la vie sauve, etc. Le pasteur lui dit en fait, mais j'y crois pas parce que Kalala ne peut pas tuer quelqu'un. Mais à force d'insistance de Noëlla, le pasteur accepte de l'aider à retourner à Melbourne. Donc il va faire des procédures de son côté. Et de l'autre côté, depuis le Burundi, Noëlla, elle, va contacter les ambassades du Kenya et de Belgique pour leur demander en fait un coup de main pour réussir à retourner en Australie. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu pourquoi elle avait contacté les ambassades du Kenya et de Belgique, mais je crois que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'ambassade d'Australie à Bujumbura. Je crois qu'elle a juste pris des ambassades qui pouvaient éventuellement l'aider. Peut-être qu'elle y connaissait des personnes qui travaillaient et elle a décidé de les contacter en fait pour que eux de leur côté contactent les autorités australiennes pour l'aider tout simplement à repartir. Noëlla ne repartira même pas dans son hôtel et c'est comme ça que le 21 février 2015, elle débarque enfin saine et sauve sur le territoire australien. Saine et sauve. Oui, vous l'aurez compris, c'est une histoire où il n'y a pas de cadavre. Mais elle est tellement extraordinaire cette histoire que je tenais absolument à la partager avec vous.